Automne 2020, en Europe, des centaines de produits sont retirés des magasins. En cause, l'oxyde d'éthylène, un pesticide interdit détecté dans les graines de sésame. Ces petites graines sont à la mode et les aliments qui en contiennent, il y en a à profusion. C'est ici, au nord de l'Europe, que tout a commencé. Ce 9 septembre 2020, alors que les nuages dansent dans le ciel au-dessus du gigantesque port d'Anvers, c'est l'alerte sur le sol belge. Et elle est rouge. Début septembre, nous avons reçu une information d'une entreprise située en Belgique qui nous informait qu'il y avait des non-conformités concernant l'oxyde d'éthylène dans les graines de sésame. Alors on a agi sur différents plans. D'abord auprès de l'entreprise, là où on a bloqué la marchandise qui n'est pas conforme, on a demandé des analyses supplémentaires pour les autres lots qui étaient stockés. 300 tonnes ici ont été bloquées au port d'Anvers. Et puis après, on a aussi agi auprès de nos homologues européens. On a fait un message via le système d'alerte rapide, le système RASF, pour informer nos homologues européens de cette non-conformité. Créé il y a plus de 40 ans, ce système d'alerte nommé RASFF, pour Rapid Alert System for Food and Feed, signale les dangers détectés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux au sein de l'Union européenne. La Suisse en fait également partie. En septembre 2020, les alertes se succèdent dans toute l'Europe. Près de 5600 tonnes de graines de sésame sont contaminées par de l'oxyde d'éthylène. La Suisse n'est pas épargnée. Le pays incriminé ? L'Inde, principal fournisseur pour le continent européen. Au fait, c'est quoi l'oxyde d'éthylène ? L'oxyde d'éthylène, c'est un gaz qui a des propriétés, on va dire, antiseptiques, donc qui va lutter contre les moisissures, contre les bactéries, etc. Donc c'est un désinfectant. Comme tous les produits cancérigènes, il va avoir un effet que sur une consommation, on va dire, très régulière, sur du très long terme, puis ça va donner, on va dire, des probabilités supérieures de développer un cancer, comme beaucoup d'autres substances. C'est pour ça qu'en général, la législation dans ce domaine-là vise vraiment à réduire au maximum l'exposition de ces substances. Il faut dire que les Indiens n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. La limite maximale de résidus autorisés est dépassée de 3700 fois et même de 5000 fois pour le sésame bio. Interdit comme produit phytosanitaire, soit sur les cultures depuis 1991, l'oxyde d'éthylène est prohibé comme biocide depuis 2011. Un biocide est une substance chimique mise sur les aliments. Auparavant, l'oxyde d'éthylène était utilisé comme désinfectant pour conserver et transporter les marchandises. Comme cette substance chimique était interdite depuis longtemps, plus personne ne pensait à la détecter dans les aliments. En Inde, épicentre de la crise et premier producteur mondial de sésame, le problème est tabou. Les professionnels de la branche nient tout recours à l'oxyde d'éthylène, à l'image de l'exportateur rencontré par nos correspondants, Lou Kiziela et Antoine Védéier. En plein cœur de l'Inde rurale, s'étendent les plaines les plus fertiles du pays. Sur ces terres, une petite graine fait vivre des dizaines de milliers d'agriculteurs et alimente un marché gigantesque. Le sésame. Ces images amateurs ont été tournées avant la pandémie, en pleine période de récolte. 120 000 tonnes sont ramassées chaque année et rapportent au pays plus de 320 millions de francs. Mais aujourd'hui, ces graines sont peu à peu bannies des rayons des supermarchés en Europe. Pain, salade, huile, biscuits. Au total, ces derniers mois, des milliers de produits contenant du sésame indien ont été retirés de la vente. En cause, la présence d'oxyde d'éthylène, un gaz classé cancérogène et interdit par l'Union européenne et la Suisse. Après plusieurs semaines d'enquête et de nombreux refus de la part des producteurs de sésame indien, à Bhopal, dans le centre du pays, une usine a finalement accepté de nous ouvrir ses portes. Voici notre usine. Ici, on transforme environ 1000 tonnes de sésame par an. Nous voici chez l'un des plus gros exportateurs du pays.
guidé par Devendra Singh, le responsable de la sécurité des aliments. À l'intérieur, l'entrepôt est vide, les machines à l'arrêt. La saison de la récolte n'a pas encore commencé. En ce moment, les machines ne tournent pas. Mais ici, vous pouvez voir nos stocks prêts à être exportés. Les 2/3 de la production annuelle de l'usine sont exportés en Europe. En Europe, nos principales exportations se font vers la Suisse, l'Italie, l'Allemagne. Notre sésame arrive à Rotterdam et il est redistribué partout. Dans cette usine, Devendra Singh nous l'assure, le sésame produit est 100% bio. Nous sommes maintenant dans le laboratoire. Je vais vous montrer le sésame qu'on exporte. Dans cette pièce, ils conservent des échantillons issus des récoltes précédentes pour assurer la traçabilité du produit. Leurs graines doivent être cultivées sans engrais chimiques ni pesticides. Plus de 80 000 agriculteurs fournissent l'usine. Ça, c'est le sésame qu'on produit ici. Vous pouvez apprécier la qualité des graines. On utilise les mêmes pour l'exportation. Regardez la qualité de ces graines, regardez. Mais dans ce hangar, les stocks s'accumulent. Les cargaisons prêtes à partir pour l'Europe sont bloquées ici depuis des mois. Oui, nos exportations vers l'Europe ont diminué à cause de récents problèmes. L'Union européenne a arrêté les importations parce qu'ils ont trouvé des traces d'oxyde d'éthylène dans certains lots. Mais nous, on ne traite jamais nos graines de sésame avec l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène permettrait de lutter contre les bactéries comme les salmonelles et de préserver la qualité des graines lors du transport. Mais Devendra Singh est formel. Ici, le sésame n'est pas traité avec ce biocide. Que ce soit dans les champs, lors du transport ou dans l'usine, on fait régulièrement des tests contre les pesticides pour s'assurer que notre produit est bien 100% bio. Pourtant, le nom de cette entreprise apparaît bien sur ce document rédigé par un organisme de veille sanitaire. Une liste de lots de sésame indien distribués en Europe et contaminés à l'oxyde d'éthylène. Malgré ces accusations, Devendra Singh insiste. Jamais son entreprise n'a utilisé d'oxyde d'éthylène. Je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé des traces d'oxyde d'éthylène dans nos graines de sésame. C'est peut-être un problème de manipulation, je ne sais pas. C'est difficile de désigner un coupable, mais ça a pu se passer pendant la manipulation, le transport ou l'emballage. Disons que ça peut être au moment du transport que nos produits ont été contaminés. Comme cette usine, tous les exportateurs de sésame indien nient utiliser de l'oxyde d'éthylène et préfèrent dénoncer, selon eux, l'opacité des tests de l'Union européenne. Lou Kiziela, on vous retrouve à New Delhi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Inde ? Eh bien, les zones d'ombre concernant l'origine de l'oxyde d'éthylène détecté dans des lots de sésame indien, elles sont encore nombreuses et les informations difficiles d'accès. Vous l'avez entendu dans notre reportage, la plupart des exportateurs de sésame indien ont refusé nos caméras dans leurs usines en nous disant qu'ils n'avaient jamais utilisé ce biocide. Le discours tenu par les autorités responsables de l'exportation de sésame en Inde, c'est que l'alerte lancée par l'Union européenne en octobre dernier était injustifiée. Leur défense, elle est simple, ils réfutent la fiabilité des tests. D'après eux, sur les 400 lots de sésame contaminés, seulement 4 ou 5 auraient été testés directement par les autorités portuaires européennes. Le reste des analyses a été fourni par des distributeurs privés de produits déjà transformés et pour les autorités indiennes, cela signifie que les résultats ne sont pas fiables. Du côté de la Commission européenne, pourtant, on indique que l'application d'oxyde d'éthylène dans le sésame serait bien intentionnelle. Alors, le scandale a éclaté il y a 6 mois. Concrètement, quelles mesures ont été prises depuis ? Eh bien, la semaine dernière, une réunion s'est tenue entre les autorités responsables indiennes et la Commission européenne pour s'assurer de la bonne application des nouvelles mesures sanitaires appliquées depuis janvier. Désormais, chaque cargaison de sésame indien devra être analysée au départ
par des laboratoires indépendants accrédités par le gouvernement indien. Puis, une fois débarqués dans les ports de Rotterdam ou Anvers, les cargaisons de sésame seront à nouveau analysées pour s'assurer de l'absence d'oxyde d'éthylène. Merci beaucoup, Lou. Très bonne nuit à vous du côté de New Delhi. Merci, au revoir. En tout cas, l'oxyde d'éthylène n'était plus recherché par les autorités suisses et européennes. Rien d'exceptionnel, des centaines de molécules sont hors de tout radar. C'est ce que dénonce, entre autres, un rapport du Sénat français. Deuxième porte d'entrée de l'Europe, avec ses 235 millions de tonnes de marchandises chargées et déchargées par année, le port d'Anvers est également une source d'approvisionnement très importante pour la Suisse. C'est ici, au quai 1795, dans le bâtiment de l'AFSCA, soit l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, que commence l'inspection des marchandises. La sécurité alimentaire, c'est l'affaire de l'AFSCA. Au menu du jour, contrôle 2 de 100 ans en provenance de Chine. Le premier contrôle que nous effectuons, c'est le contrôle des documents. Lors d'un deuxième contrôle, nous procédons à l'identification des marchandises. Ça veut dire que nous vérifions si le contenu du certificat correspond au contenu du conteneur. Et enfin, le troisième contrôle, c'est un contrôle physique des marchandises et des produits. Et si nécessaire, nous prélevons également des échantillons des denrées alimentaires. Chaque jour, ici en Anvers, nous contrôlons entre 50 et 80 conteneurs. 50 à 80 containers inspectés chaque jour. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer du Nord à l'aune des milliers de containers qui débarquent quotidiennement dans le port d'Anvers. Mais il ne faut pas oublier une donnée essentielle. Le fardeau de la responsabilité repose en grande partie sur les épaules des importateurs. En sécurité alimentaire, la réglementation européenne, elle met un point en avant, c'est la responsabilité des entreprises. Elles doivent être responsables de ce qu'elles mettent sur le marché. Elles sont responsables de la sécurité alimentaire. Elles sont responsables de la sécurité alimentaire de leurs clients. Et c'est pour ça que les autorités nationales viennent contrôler ces entreprises. Elles viennent contrôler leur autocontrôle et voir effectivement que tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs. Parmi cette armada de containers, comment fait-on pour mettre la main sur les denrées alimentaires les plus suspectes? Hasard, chance, tuyau. Mais qu'est-ce qui guide les inspecteurs? Comment est-ce qu'on va déterminer le risque? On va déterminer le risque par rapport aux tendances sur l'alimentation, par rapport aux non-conformités qu'on a déjà pu détecter par le passé et aussi par rapport à la littérature, aux nouveaux éléments qui viendraient s'ajouter et qui nous mettraient peut-être la puce à l'oreille sur des contrôles à effectuer. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et tout semble donc sous contrôle. Sauf que bam! Les autorités n'ont rien vu venir. Vous étiez surpris par l'utilisation d'oxyde d'éthylène? Nous avons été assez surpris qu'il soit utilisé en pareille quantité et que cela puisse causer de tels problèmes. En effet, oui. Les autorités ont été averties par Rançon, une entreprise établie à quelques kilomètres du port d'Anvers. Ils distribuent et élaborent des produits pour l'industrie alimentaire. C'est un de leurs clients italiens qui a levé le lièvre. Alors qu'il procédait à des analyses d'épices venues d'Inde, il en a profité pour tester son sésame, avec les résultats que l'on connaît. Mais pourquoi chercher un produit interdit depuis bientôt 10 ans? C'est ce que nous aurions aimé savoir. Contacté à plusieurs reprises, la société Rançon a refusé de répondre à nos questions et de nous donner le nom de son client italien. Pour obtenir des réponses, nous nous sommes rendus à 900 km d'Anvers, en France, non loin du Puy-en-Velay. C'est là, dans un village de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, que vit Laurent Duplon. Ce sénateur républicain de la Haute-Loire connaît bien les problèmes liés à la production de denrées alimentaires. Et lui, il est plus bavard. Lorsque cet agriculteur ne siège pas au Sénat à Paris, il s'occupe de son domaine et de ses 300 bêtes, le tout en production conventionnelle. Mi-février 2021, suite à l'audition de 15 personnes travaillant dans la sécurité alimentaire, il a rendu un rapport d'information sur la question des graines de sésame contaminées par l'oxyde d'éthylène. Au fait, un biocide interdit depuis 2011.
N'est-ce pas normal qu'il soit passé sous le radar? La réalité, c'est qu'on est dans un système qui est plutôt naïf, dans le sens où on référence 1500 molécules chimiques, mais que nous en contrôlons en moyenne qu'à peu près 600. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'on est sur un système qui est basé quasiment exclusivement sur les autocontrôles des entreprises. Donc les entreprises, entre leur relation coût de contrôle, coût de laboratoire et nombre de molécules à rechercher, trouvent un compromis coût-nombre de molécules à rechercher aux alentours de 600 molécules recherchées. Donc, ce qui veut dire que vous avez à peu près 900 molécules qui sont quasiment en dehors de tout radar et qui ne sont pas contrôlées. Et l'oxyde d'éthylène, parce qu'il était interdit en utilisation depuis 1991 et en biocide depuis 2011, fait partie de ces molécules qui ont été complètement oubliées et qui n'étaient plus du tout contrôlées. Ce n'est pas qu'un problème d'autocontrôle. Plutôt que d'attendre que les autocontrôles soient faits et d'attendre que les alertes soient données par le système agroalimentaire, je pense que les autorités devraient se saisir de ces contrôles aléatoires et de rechercher sous un principe un peu d'enquête, de voir comment les contournements des règles peuvent se faire. L'oxyde d'éthylène est un exemple typique de contournements qui ont été faits pour pouvoir contourner le système des contrôles traditionnels qui sont en Europe et en France, pour apporter une solution à un autre problème. À lire le rapport du sénateur Laurent Duplon, un mot vient à l'esprit lorsqu'il évoque les exportateurs indiens. Récidivistes. Dès 2008, ils sont dans le collimateur de l'Union européenne pour des problèmes de pesticides dans les graines de sésame. En 2014, rebelote. Cette fois, c'est la salmonelle qui préoccupe l'Union européenne. Concernant l'oxyde d'éthylène, on en retrouve beaucoup sur l'année 2018, 2019 et 2020. L'Europe a mis en place un système qui contrôlait de façon plus importante les problématiques de salmonelle dans les produits importés. Et le fait de mieux contrôler la salmonelle a demandé sûrement à tous ceux qui nous apportent des produits secs et conservés, tels des graines et autres, peut-être d'utiliser plus l'oxyde d'éthylène pour désinfecter ces graines de façon à ce qu'elles ne soient pas porteuses de salmonelle. Et donc, en fait, c'est le chat qui se mord la queue, puisque d'un côté, on n'a peut-être pas les salmonelles, mais on se retrouve avec l'oxyde d'éthylène. Donc, tous ces éléments-là, si les importateurs ou si ceux qui les mettent ont trouvé les voies de contournement pour pouvoir les mettre, je pense que l'intelligence au niveau européen et au niveau français serait de se poser les mêmes questions à l'inverse pour éviter d'en retrouver et d'avoir plus facilement les contrôles nécessaires pour stopper plus rapidement ces problèmes-là. Au-delà des flottements de la surveillance au niveau européen, ce qui interpelle, c'est le délai de réaction en Suisse. Les premiers produits contaminés ont été retirés du marché helvétique à la fin du mois d'octobre, plus d'un mois après le début des rappels dans les pays voisins. Seule porte d'entrée fluviale du pays, le port de Bâle est un carrefour important d'import et d'export en Suisse. Les cargaisons y arrivent du nord de l'Europe via le Rhin. C'est à Pratteln, non loin de Bâle, que nous avons retrouvé un des plus grands importateurs suisses de sésame. À la tête de Nungesser, une PME du canton de Zug, Marco Fischer a accepté de nous ouvrir les portes de leur entrepôt. Nungesser importe plus de 3000 tonnes de graines de sésame par année, principalement en bio. L'entreprise a des clients dans toute l'Europe. Ici, nous avons notre sésame. Il est dans la zone la plus fraîche de notre entrepôt. Globalement, tous nos entrepôts sont réfrigérés. Nous avons une humidité d'environ 48%. Nous entreposons ici surtout nos produits biologiques car nous avons des températures de stockage encore plus basses, autour de 4 degrés. Nous maintenons une température fraîche. Ainsi, nous n'avons pas de parasites et les produits, les graines, y compris les graines biologiques, restent vraiment intacts. Auparavant, une grande partie venait de l'Inde. Au cours des 5 à 10 dernières années, les provenances ont considérablement changé et se sont diversifiées. Une grande partie provient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais une quantité encore beaucoup plus importante vient en fait d'Afrique. Aujourd'hui, notre entreprise importe 90% de son volume total d'Ouganda.
Nous avons fait nos expériences avec le sésame en provenance de l'Inde. C'est en partie la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers l'Ouganda, car nous avions des problèmes de pesticides avec le sésame biologique indien. Nous importons encore de petites quantités en provenance de l'Inde, surtout dans le secteur conventionnel, c'est-à-dire non bio. Et là, malheureusement, nous avons aussi été touchés. L'importateur suisse estime avoir perdu 3 à 4 containers de graines de sésame, soit plus de 65 tonnes. Ça représente quelle somme? Je ne suis pas en mesure de donner une somme définitive, mais je pense que cela coûtera plus de 100 000 francs à notre entreprise. En fait, chez nous, les notifications du système d'alerte RASFF sont étudiées quotidiennement. Et nous avons reçu les premières notifications concernant l'oxyde d'éthylène en septembre de l'année dernière. Nous en avons alors immédiatement discuté en interne et avons essayé d'analyser la situation. Alors que c'est le branle-bas de combat chez les importateurs de sésame, Marco Fischer part avec une longueur d'avance dans le gigantesque blocage de produits qui se prépare. Il travaille depuis des années avec un laboratoire allemand. En septembre 2020, c'est l'un des rares laboratoires européens encore homologués pour analyser l'oxyde d'éthylène. Faire tester ces produits, c'est le b.a.-ba du métier. Et vous testez combien de pesticides? Nous testons entre 600 et 700 pesticides différents par lot. Depuis quelques années, ce chiffre est en constante augmentation. Il évolue en fonction des moyens scientifiques et aussi des moyens techniques des laboratoires. Nous essayons toujours de suivre les évolutions et bien sûr nous développons constamment la liste de ces pesticides. On l'aura compris, c'est aux importateurs qu'incombe la tâche de contrôler leurs produits et de vérifier le respect des normes légales. Mais ils ne sont pas les seuls à veiller au grain. Le deuxième niveau de sécurité est organisé par les autorités cantonales via les laboratoires cantonaux et les inspectorats. Ils supervisent les autocontrôles et prélèvent des échantillons dans les points de vente. Le troisième échelon est fédéral. C'est l'OSAV, soit l'Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, qui organise des contrôles aux frontières en collaboration avec les cantons et les douanes suisses. Et si le petit monde de l'importation n'a rien vu venir, les autorités, elles, étaient à 1000 lieues de soupçonner une telle contamination à l'oxyde d'éthylène. Aurait-on pu anticiper? Difficilement. On a des systèmes de détection précoce des problèmes qui sont mis en place, mais c'est clair que le réseau est plus ou moins serré. On doit malheureusement avouer, ce problème-là nous avait échappé. Ce n'est pas un produit qu'on s'attend à retrouver dans des denrées alimentaires. Je ne connaissais d'ailleurs pas cette pratique pour les aliments. C'est un peu le problème avec ces substances, ce qu'on appelle biocides. Ce ne sont pas des pesticides proprement dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas homologués via l'agriculture, mais ils peuvent avoir d'autres usages. Et si on a un usage détourné ou pas prévu, voilà, c'est assez difficile. Est-ce qu'il y a eu des contrôles des autorités après 2011 pour voir si l'interdiction était respectée? En fait, comme le produit n'était pas autorisé, il n'y a pas eu de contrôle spécifique si on parle de l'oxyde d'éthylène dans le sésame. Les quelques mesures qui ont été réalisées il y a une dizaine d'années environ par les laboratoires cantonaux, c'est vrai qu'elles étaient sporadiques, mais elles n'étaient pas destinées à mesurer dans les céréales. Aujourd'hui, on peut s'étonner d'une telle légèreté. Évidemment, après coup, on est toujours plus malin. N'empêche, l'oxyde d'éthylène dans le sésame semble avoir mis la puce à l'oreille des autorités. On connaît bien les méthodes de production, on s'intéresse beaucoup quand même à ce qui est utilisé dans la production de la matière première. On ne s'intéresse peut-être pas suffisamment à ce qui peut être utilisé pour les transports. Et là, il y a peut-être, sur des produits biocides justement, il y a peut-être des choses à creuser, vu qu'on a quand même, surtout dans ce qui vient par bateau, des trajets qui peuvent être relativement longs et des problèmes de stockage, de conservation. Donc je pense qu'effectivement, il y a un champ d'investigation là qui pourrait être intéressant. Il faut savoir une chose, lors des contrôles, on ne tombe pas sur un pesticide par hasard. Et globalement, du point de vue d'une analyse chimique, on va quand même trouver ce qu'on cherche.
Il faut avoir une idée de ce qu'on cherche pour pouvoir faire une analyse qui permette de vraiment identifier la substance, surtout celle en petite quantité. Heureusement, pour l'oxyde d'éthylène, le poteau rose a fini par être découvert. En Europe, les premiers produits contenant des graines de sésame ont été retirés des magasins à la mi-septembre. En Suisse, le premier appel intervient le 23 octobre. Au fait, pourquoi cette longue attente de plus d'1 mois ? Simplement parce qu'on ne peut pas en fait retirer un produit du marché sur la base d'une analyse qui a été réalisée à l'étranger. C'est clair qu'il a fallu déjà remettre en marche la méthode analytique, collecter les échantillons, les analyser. Tout ça prend un certain nombre de jours et de semaines. Donc c'est pour ça, c'est ce qui explique en fait le délai entre l'information qu'on a reçue et puis les premiers lots qui ont été retirés du marché. Vous venez un peu alors après la pluie, vous ? Oui, mais on est là pour contrôler que le système fonctionne normalement. Donc alors beaucoup de responsabilités pèsent sur les épaules des entreprises en fait. C'est le système réglementaire qui veut ça, oui. Pour parler contrôle et traçabilité, le plaisir d'accueillir la secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs. Bonsoir Sophie Michaud-Gigon. Bonsoir. Alors, la Suisse qui met plus d'1 mois à réagir, à retirer des produits contaminés du marché par rapport à ce qui se fait dans l'Union européenne, est-ce qu'il faut revoir le système ? Alors c'est vrai que la première notification en Belgique en septembre, début septembre, et puis celle en Suisse début novembre, ça fait 2 mois, c'est beaucoup. À la FRC, on pense qu'il y a une reprise directe qui pourrait aussi être faite, au moins provisoirement, quitte à faire ces analyses dans un deuxième temps, effectivement, et puis ensuite remettre sur le marché si ça s'avérait bon. On a un marché qui est globalisé, forcément, et d'ailleurs, on a une législation qui est très apparentée à celle de l'Union européenne pour les interdictions. Donc forcément, si quelque chose est découvert là-bas, quelque chose sera aussi sur nos étals. Ça vaut la peine d'agir beaucoup plus rapidement. Alors, on le voit, le système, en gros, il faillit à tous les échelons. Le fait de ne pas aller chercher une substance cancérogène comme l'oxyde d'éthylène, est-ce que c'est normal ? Comme c'est interdit, on ne va pas la chercher. Et puis, effectivement, ça pose quand même un cadre un peu anxiogène pour le consommateur, parce qu'on se dit, mais qui contrôle finalement ce que je mange ? Le droit alimentaire, il est clair, il y a la sécurité, il y a l'hygiène, il y a l'information, et puis il y a éviter les tromperies. Et puis là, entre hygiène et puis sécurité, justement, avec l'oxyde d'éthylène, on est exactement dans ces paramètres-là, et on a des containers qui sont désinfectés avec ce gaz cancérogène, alors que des aliments sont mis dedans ensuite. Et ça, c'est interdit chez nous. C'est un gaz qu'on utilise pour les produits, pour des soins complexes, donc de l'appareil médical et tout. Et puis là, on ne devrait pas le retrouver dans de l'alimentation. Donc, mais on ne devrait pas le retrouver, mais il est là, on ne le détecte pas. Est-ce qu'il faudrait par exemple revoir le catalogue des substances dont il faut contrôler la présence dans les denrées alimentaires ? Il y a plusieurs points sur les aspects de contrôle. Il y a vraiment un élément qui est important, c'est la question des moyens. Et les chimistes cantonaux, ils n'ont pas énormément de moyens. Et ils ne peuvent pas faire beaucoup de contrôles proactifs. Il faut donner cette possibilité de pouvoir faire ces contrôles proactifs aux chimistes cantonaux. Et puis ensuite, vous avez l'Union européenne, vous avez la Suisse, vous avez les chimistes cantonaux. C'est vrai qu'il y a plusieurs échelons. Et puis, le droit alimentaire actuel, révisé, donne plus de responsabilités aux entreprises pour de l'autocontrôle. Donc, on a voulu moins d'État. Mais maintenant, on doit assumer le fait qu'en perdant de l'État, on perd du contrôle, on perd la maîtrise des risques. Donc la FRC est favorable, effectivement, à davantage de contrôle de la part de l'autorité. Alors, à l'autre bout de la chaîne, en Inde, le problème est très largement nié. Est-ce que le système de contrôle, il fonctionne avec des partenaires aussi éloignés ? Alors, c'est la question de la traçabilité. C'est pas pour rien non plus que la FRC promeut les circuits courts, la vente directe. C'est que ça vous permet quand même d'avoir une responsabilité. Le sésame, ce ne sera pas possible. Ouais. Absolument. Exactement. Donc, si la traçabilité, vous l'avez évidemment quand vous êtes beaucoup plus proche du producteur. Mais pardon, mais là, la traçabilité, les producteurs ont été identifiés, les exportateurs, ont été identifiés. Le problème, c'est le contrôle. Mais moi, ça me scandalise, disons qu'au départ, les producteurs qui sont identifiés, disons les transporteurs plutôt qui sont identifiés, ne doivent pas rendre des comptes pour cette pratique. Alors, on a fait tester à AB 24 produits, des produits à base de sésame et puis des produits indiens divers, des lentilles, du riz à la recherche d'oxyde d'éthylène. On n'a rien trouvé du tout. Est-ce que ça veut dire que le système de retrait, lui, il fonctionne ? Alors, il y a le système de retrait qui fonctionne assez bien, effectivement. Par contre, le système de retrait ne permet pas aux consommateurs d'être informés. C'est la distribution qui s'en occupe.
À partir du moment où on a un système donc, dans les rappels, ça c'est l'autorité qui fait les rappels, et là les consommateurs et aussi les organisations de consommateurs sont informés. À la FRC, on plaiderait pour qu'on soit informé en fait déjà au moment des questions de retrait et pas seulement au moment des rappels. Merci beaucoup Sophie Michaud-Gigon et très bon retour à vous du côté de Lausanne. Merci à vous. Et en Suisse aussi, la conservation des récoltes est un enjeu fondamental. Pour préserver les céréales, elles sont avant tout séchées, refroidies et brassées. Mais parfois, cela ne suffit pas et des silos doivent être gazés. Pas d'oxyde d'éthylène ici, mais un autre biocide, la phosphine. La Suisse compte près de 200 centres collecteurs. Celui des Chalands est un des plus grands du pays. Pas moins de 20 000 tonnes de céréales provenant d'agriculteurs du Gros-de-Vaud sont stockées ici, dans 74 cellules de 24 mètres de hauteur. En Suisse, 95% des céréales panifiables sont issues de l'agriculture indigène. On a une grande diversité de graines qu'on va réceptionner. Du blé, évidemment, qui est réceptionné en grande quantité. On trouvera le seigle aussi, qui est plus une spécialité, une niche dans la région. Dans les oléagineux, on va trouver tout d'abord le colza, également le tournesol, et puis la graine de lin, également un oléagineux, mais qui est beaucoup moins cultivé sous nos contrées. Et puis ensuite, on a toute une catégorie de céréales fourragères plus importantes avec de l'orge, du maïs, quelques productions de soja, et puis on va trouver de l'avoine parmi les céréales fourragères. Un ordinateur pilote le centre collecteur. Il permet de contrôler et manipuler toute la marchandise. Pour éviter les problèmes d'insectes, les différentes sortes de céréales et oléagineux ne doivent pas rester immobiles. Elles sont donc régulièrement transvasées par des machines pour les aérer. Toutes les denrées qui arrivent sont analysées dans ce petit laboratoire. On mesure notamment leur taux d'humidité pour éviter les risques de moisissure. Pour le blé, par exemple, si ce taux dépasse 14,5%, la marchandise doit passer au séchoir. Suivra une étape importante. Avec un appareil spécial, on baissera la température des céréales et des graines oléagineuses. On va la descendre en dessous de 20 degrés parce qu'on sait que vers les 15-16 degrés, les insectes ne vont plus se développer. Donc ça, c'est un très bon moyen pour maintenir la qualité des céréales. Et puis ensuite, c'est l'hygiène, l'entretien et le nettoyage des locaux pour éviter que ces insectes se développent. Et puis ensuite, on a des méthodes de lutte biologique, que ce soit par le lâcher d'auxiliaires. Donc on va lâcher des petits insectes pour lutter contre les insectes que l'on ne souhaite pas avoir dans nos céréales. Donc tous les 15 jours, on reçoit par la poste des œufs de trichogramme, qui est une mini-guêpe qui va éclore dans le local et qui va attaquer les œufs de la pyrale. Et puis on a également des petits tubes comme ceux-ci, où on a à l'intérieur des braconides, qui sont une autre sorte de petites guêpes, qui elles vont pondre dans la larve de la pyrale. Et puis des monitorings, c'est-à-dire on va mettre en place des pièges à phéromones pour détecter la présence d'insectes. Et au dernier recours, si vraiment on a des problèmes et on n'arrive pas à se débarrasser avec les moyens de lutte biologique, on peut faire une intervention chimique de fumigation ou de traitement dans les locaux. Dans le silo ici, on est intervenu 3 ou 4 fois au cours des 10 dernières années, jamais sur la céréale elle-même. Par contre, plutôt dans l'idée d'un assainissement des locaux, donc toujours dans des locaux vides. D'autres centres collecteurs n'ont pas eu le choix. Manque de chance et forte pression des insectes due à des températures élevées en été. Ils doivent parfois traiter. Si vous avez une contamination par du charançon, par exemple, qui est un vrai problème, et que vos acheteurs refusent la marchandise, vous n'avez pas d'autre solution qu'une intervention chimique. Et en l'occurrence, ce qui sera a priori proposé, ça sera une fumigation. Donc la fumigation, c'est quoi exactement? Fumigation, c'est ce qu'on appelle communément un gazage. Donc on va libérer un gaz, de la phostoxine, qui, elle, va vraiment pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule, du grain, et puis éliminer tout nuisible. En Suisse, seules 2 entreprises commercialisent et utilisent cette phosphine ou phostoxine. Toutes 2 sont situées côté alémanique. Le directeur de l'une d'entre elles est avec nous depuis Zurich. Bonsoir, Jürg Griffel. Dans quelles circonstances est-ce que l'on doit utiliser le gazage comme méthode de traitement des céréales ? Ça dépend. On utilise par exemple le gazage dans des cellules de silo vides pour les nettoyer. C'est aussi autorisé par BioSuisse avant d'entreposer des produits bio.
Et puis, quand les céréales sont contaminées avec des coléoptères, on peut y mélanger des pellets qui libèrent le gaz et tout est tué. L'avantage, c'est qu'on élimine tous les stades, les œufs, les larves et les adultes. L'inconvénient, c'est que le produit n'agit pas à long terme. Est-ce que certaines variétés doivent être gazées plus souvent que d'autres ? On ne peut pas dire ça. Ça dépend des conditions naturelles. Si nous avons un été très chaud comme 2015 ou 2018, on le ressentira en 2016 et 2017. Et comme 2018 était aussi un été très chaud, en 2019 et 2020, on aura besoin de plus de gazage parce que les nuisibles peuvent se développer davantage. Alors en moyenne, en Suisse, l'utilisation de phosphine a doublé depuis 2016. Comment expliquer cette augmentation ? Eh bien, ça dépend de la nature. Si nous avons eu un été très chaud, on doit ensuite nettoyer les cellules pour qu'il ne reste pas d'œufs ou de cavités pour les œufs des nuisibles de l'année précédente. Ce gaz est extrêmement toxique. Comment est-ce que vous pouvez garantir qu'il ne reste plus de produits dans les céréales après un traitement ? Oui, c'est ce qui fait toujours peur aux gens parce que c'est très toxique. Mais comme je l'ai dit, c'est très toxique, très dangereux pour celui qui le manipule au début. On a une concentration de 700 ppm ou 400 ppm, ce qu'on appelle des parties par million. La valeur limite, c'est 0,1 ppm. Il y a donc une très grande différence. Donc, nous ventilons le gaz et il n'y a aucune fixation du produit. Concrètement, ça veut dire que vous devez aérer le silo ou les réserves de céréales après le traitement ? Le silo reste fermé 4 à 5 jours selon la température pour atteindre cette concentration et tuer tous les stades de nuisibles. Ensuite, c'est ventilé et le gaz s'évapore. On n'a alors plus de protection sur le produit, mais on a tout tué. Merci beaucoup, Jörg Griffel, et très belle soirée à vous du côté de Zurich. Voilà, vous êtes informés. À vous de choisir. Pour une prochaine émission, ABE recherche des témoignages sur la télémédecine. Vous avez testé la médecine à distance via des applications ou par ordinateur. Votre témoignage nous intéresse. Écrivez-nous abe@rts.ch ou via notre page Facebook. L'actualité conso ne s'arrête jamais et elle la scrute pour nous. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir. Alors ce soir, au menu, de la vaisselle en bambou, des petits pictogrammes à la Migros et puis des vélos dans les trains. Exactement. Pour embarquer son vélo dans le train, les règles ont changé il y a une dizaine de jours. Il faut désormais réserver une place pour son vélo dans toutes les lignes Intercity. Pour certains trajets, c'est tous les jours de la semaine. Pour d'autres, seulement en fin de semaine. Donc une réservation en plus du billet qu'on a pour soi déjà et puis du billet qu'on a pour le vélo. Oui, exactement. Ça fait 3 titres de transport au total. Et cette réservation, elle se fait via l'application des CFF, c'est ça ? Exactement, c'est l'option privilégiée, mais on peut aussi le faire au guichet ou par téléphone. Alors, on a testé en compagnie de Delphine Klopfenstein-Brogini, qui est vice-présidente de Vélosus et qui est aussi assez critique. La manière, c'est donc de passer à travers l'application. Je le fais en direct ici. Donc, application mobile CFF. Je vais chercher ma correspondance. Je ne peux pas en même temps prendre la réservation pour le vélo et la carte journalière. Donc, je fais la première opération pour obtenir ma carte journalière pour le vélo. Et dans un deuxième temps, je reviens à la case départ et je redéroule mon menu pour ensuite prendre la réservation vélo. Quand je prends la réservation à travers l'application mobile CFF, eh bien, ça me précise à quel endroit la réservation a été opérée. La voiture 1. Donc, ça veut dire en principe, je pense, au début du train. Ah, c'est tout devant. Ouais, c'est tout devant. Alors voilà, nous, on était malheureusement mal placés. On était bien à l'avant du quai, mais pas assez, ce qui nous a valu un bon petit sprint pour pas louper le train. Mais ça ne devrait pas arriver selon les CFF. Les panneaux d'affichage sur le quai indiquent dans quel secteur arrive quelle voiture. Et autrement, petite astuce, la composition du train figure aussi sur l'application des CFF. Et au-delà de l'inconfort du petit sprint, combien est-ce que ça coûte tout ça ? Alors la carte journalière pour le vélo, c'est 14 francs et la réservation est au prix fixe de 2 francs. En tout cas, tout cela déplaît fortement à ProVélo, qui, avec une dizaine d'autres organisations, a lancé une pétition contre la réservation obligatoire. Celle-ci a déjà récolté 34 000 signatures. On retrouve Delphine Klopfenstein-Brogini. Très clairement,
on perd du terrain, les cyclistes. Alors que précisément, la combinaison train plus vélo est une combinaison d'avenir et les CFF doivent entendre ce message de la part des cyclistes qui potentiellement sont une clientèle intéressante pour eux. D'autant plus qu'on pourrait tout à fait imaginer des solutions nouvelles, notamment des espaces qui soient plus flexibles, où on puisse avoir des sièges rabattables, par exemple, et des vélos en fonction des affluences. Viviane, que répondent les CFF? Alors déjà qu'il a fallu faire face à un vrai boom des vélos l'été dernier, plus 45% en juillet 2020 par rapport à juillet 2019. Et donc il y aura cette année davantage de place sur les grands axes vélos. Et sinon, pour ce qui est des réservations, les CFF reconnaissent un processus compliqué à améliorer. Ça doit être plus facile, plus rapide. C'est une piste pour 2023. Est-ce qu'il est prévu finalement que les trains des CFF s'adaptent à cette tendance, à ce boom de la présence des vélos? On ne peut pas élargir un train. Tout d'abord, on a acheté des trains pour des décades et les trains sont achetés. Et si on veut adapter un train modifié, ça va durer quelques années. Alors, en Suisse, ce n'est pas encore tout à fait au point. Comment est-ce que ça marche ailleurs? Alors, par exemple, en Allemagne, il y a aussi 3 titres de transport. Par contre, la réservation pour les vélos peut être gratuite dans certains cas. Par exemple, si vous la prenez en même temps que le billet. Tout autre sujet maintenant, une décision du Parlement qui devrait intéresser les consommateurs, l'interdiction du géoblocage. En clair, qu'est-ce qui va changer? Alors, fini de payer un objet sur Internet 2 fois plus cher uniquement parce qu'on habite en Suisse. L'exemple, c'est cette basket dont, à bon entendeur, vous parlais le mois dernier, vendue 230 francs en Suisse, 56 francs de plus qu'en Allemagne, où on la trouve à 169 €. Il faudra quand même un peu de patience pour que ça change. La FRC espère des modifications à l'horizon 2022-2023. Et puis, vous nous avez rapporté votre petit panier. Il est prêt. Avec un bol en bambou. Voilà, c'est écrit dessus. Mais en fait, la matière, c'est un mélange. Il y a des fibres de bambou, mais il y a aussi du plastique. On en fait des bols, aussi des assiettes et des verres. Eh bien, ce type de produit va disparaître bientôt des magasins suisses. Il va être tout bonnement et simplement interdit à la vente. Alors, vous nous l'apprenez ce soir. Donc, ce type de vaisselle qui est très en vogue va être interdit. Pourtant, on peut penser qu'ils sont plus écologiques et moins toxiques que de la vaisselle en plastique, par exemple. Eh bien, ce n'est pas le cas. Des analyses publiées aujourd'hui même par le service du chimiste cantonal genevois le confirment. Écoutez. Alors, ces vaisselles en bambou sont constituées en partie de fibres de bambou, mais aussi d'une résine plastique, un polymère fabriqué à partir de mélamine et de formaldéhyde. Et ces 2 substances qui ont des propriétés toxiques peuvent être libérées dans les aliments qui seraient mis en contact avec ces objets. Alors, il y a des facteurs qui vont favoriser la libération de ces substances, notamment la chaleur ou le temps de contact, ou l'acidité par exemple. Et ce qu'on a constaté, c'est aussi la présence de ces fibres de bambou ont tendance à favoriser la libération de ces composés. Résultat, 4 produits sur 10 jugés problématiques par ces analyses. Quand même, ce n'est pas rien. Du reste, dans l'Union européenne, plusieurs pays ont déjà interdit ce type de vaisselle. Exactement, pour l'Union européenne, ce type de produit est non conforme. Du coup, l'Autriche, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg les ont déjà retirés du commerce. Et en Suisse, ce sera interdit à partir de quand? Alors, le SAF, qui est l'Office fédéral compétent, réfléchit maintenant au délai. Bon, alors, on regarde ce qui reste dans le panier. Du poulet, voilà. Et puis, de la crème. Voilà, pour vous parler du nouvel étiquetage de la Migros. Il a été lancé la semaine dernière. Alors, pour être honnête, je ne l'ai pas trouvé sur beaucoup de produits, mais il figure bien sur ces 2-là. Ouais, donc on voit un système avec des petites étoiles qui quantifie le bien-être animal et puis la compatibilité climatique. Qu'est-ce que ça vaut? Alors en tout cas, Migros s'est entouré de partenaires indépendants pour établir ce système. Réaction du côté de Greenpeace, c'est un pas dans la bonne direction, mais les critères ne sont pas clairs. Pour les animaux, par exemple, les conditions d'abattage ne sont pas prises en considération. Du côté de la FRC, on salue aussi, mais on regrette que l'étiquetage soit limité à un seul distributeur. Pour la FRC, les autorités ont un rôle à jouer pour éviter la multiplication des
les étiquettes et puis une certaine confusion. Ouais, c'est vrai qu'en février, par exemple, en février dernier, Lidl lançait son propre système d'appréciation du bien-être animal, une multiplication qui ne simplifie pas forcément la lisibilité pour le consommateur. Merci beaucoup, Viviane. Merci, bonne soirée. À bientôt.